messieurs, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune poursuit sa visite d'État de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Une visite qualifiée d'événement historique par les hôtes russes. Plusieurs activités au programme dont l'objectif affiché est de renforcer les liens d'amitié qui unissent les deux États ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération stratégique entre Alger et Moscou. Alger et Moscou qui entretiennent des relations solides basées sur la confiance et le respect mutuel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Ahmed Kateb, politologue, chercheur en relations internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Est également avec nous Kamel Mensari, directeur de publication aux Jeunes Indépendants. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Se joindra également à nous depuis Moscou Karine Béché-Golovko, enseignante à l'Université d'État de Moscou, et depuis Saint-Pétersbourg, Kamel Louadj, journaliste spécialiste de la Russie. Et puis en deuxième partie d'émission se joindra à nous depuis Paris, Badis Khenissa, expert en relations internationales. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Cette première journée à Moscou a été donc marquée par une forte valeur symbolique avec l'inauguration de la stèle de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne et première personnalité arabe et musulmane à être honorée dans la capitale russe. Un indice fort de l'amitié profonde qu'entretiennent le peuple algérien et le peuple russe. C'est ce qu'a affirmé le président Abdelmadjid Tebboune. Regardez. جسور عريقة متجذرة في التاريخ أكثر من 60 سنة، والرموز الرمز الحالي ساحة الأمير عبد القادر تدل على الصداقة العريقة اللي موجودة بين روسيا، الشعب الروسي والشعب الجزائري. احنا فخورين جدا أن يتواجد الأمير عبد القادر في أجمل ساحة في روسيا وفي موسكو عاصمة التاريخ. شكرا لكل أصدقائنا الروس. Alors Karine Béché-Golovko, on commence avec vous en un mot. Quelle est la symbolique de ce geste du point de vue de Moscou ? Bonsoir. Effectivement, c'est un geste extrêmement important, c'est un geste symbolique qui aujourd'hui prend une importance particulière parce que nous comprenons parfaitement que la politique est celle de l'isolement de la Russie et voir l'Algérie aujourd'hui développer la coopération économique avec la Russie est extrêmement important et pour l'Algérie et pour la Russie, puisque cette coopération qui existe déjà depuis des années, qui va être encore renforcée, s'appuie sur des rapports équilibrés entre États souverains. Et c'est à mon avis ce geste qui aujourd'hui est un geste extrêmement fort et est un exemple à suivre sur la scène internationale. Très bien. Kamel Mensari, le président Abdelmadjid Tebboune, évoque donc un indice fort de l'amitié profonde qui lie les deux peuples. Qu'en pensez-vous ? D'abord, parce que ce genre d'événement, ce genre d'inauguration, une stèle dans un pays qui a longtemps été un ami traditionnel, qui est toujours l'un allié traditionnel de l'Algérie, cette symbolique signifie que l'Algérie a été un pays qui a lutté contre l'hégémonisme, contre les injustices. L'émir Abdelkader a voulu réaffirmer l'indépendance de l'Algérie en luttant contre l'occupation, en luttant contre l'hégémonie européenne de l'époque qui contrôlait la moitié de la planète anglo-française. Donc cette symbolique signifie à ce moment précis de l'histoire que l'Algérie avait une histoire d'abord, qu'elle avait une histoire, qu'elle avait un fondement avant même l'occupation et qu'elle s'est traduite par cette lutte qui a été menée par l'émir Abdelkader en dépit des discours et en dépit des propagandes qui faisaient état que l'Algérie n'existe pas. La Russie, par ce geste, reconnaît à l'Algérie qu'elle existait bien évidemment, que la symbolique de l'existence de l'État algérien antérieure à 1830 se traduit par la lutte menée par l'émir Abdelkader et par le fait qu'il avait établi l'État algérien moderne, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un État qui avait aussi participé à la fondation de l'État algérien moderne qui luttait contre l'hégémonie occidentale, c'est-à-dire l'occupation et la spoliation. C'est le même principe pour lequel souscrit la Russie, puisque c'est un pays qui aujourd'hui qui fait face à une campagne internationale
contre sa souveraineté. Donc cette symbolique, ce statut et cette stèle réaffirment justement le vœu des deux nations de démontrer qu'ils sont dans la même logique, celle de faire face à l'hégémonie ou bien à l'ordre établi actuel qui est imposé par l'Occident. Très bien. Ahmed Kateb, vous rejoignez Kamel Mensari? Tout à fait, parce que l'émir Abdelkader, au-delà de sa dimension algérienne, c'est déjà une dimension internationale. Il est question d'humanisme, il est question également de vision, il est également question d'organisation. Tout le monde est d'accord pour reconnaître ses qualités à l'émir Abdelkader. Donc, l'État algérien moderne, bâti par l'émir Abdelkader, est reconnu comme tel. Ça répond à certaines allégations, faisant état de la création, entre guillemets, récente de la nation algérienne, alors qu'elle remonte à des milliers d'années. Et l'émir Abdelkader est le symbole de la modernité de l'Algérie et le symbole de ce passage de l'Algérie vers un État moderne, un État organisé. Et c'est toute la symbolique qui est reconnue aujourd'hui à Moscou. Très bien, justement, direction Saint-Pétersbourg, où l'on retrouve Kamel Louadj. Kamel Louadj, que représente donc ce geste pour les gens de la Russie, pour les Russes? D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je salue vos invités et tous vos auditeurs. Ce geste est très important. Je voudrais pas perdre le temps pour encore reparler de ce que vos invités ont déjà parlé, mais j'aimerais bien citer un écrit fondamental de l'émir Abdelkader, c'est « Lettre aux Français ». Dans ce texte, l'émir Abdelkader développe une vision de développement de la société et une vision de développement d'une économie humaine basée sur le travail humain, basée sur la créativité humaine et basée sur la justice sociale. Moi, c'est de ce point de vue, et je rejoins Karine Béché-Golovko, que je vois la symbolique, parce que, disons, le discours qui est dit dans ce texte fondamental de l'émir Abdelkader, c'est une opposition à la mondialisation financière, à la mondialisation qui détruit le travail humain, à la mondialisation qui a servi une majorité des pays au profit d'une caste qui contrôle la monnaie ou qui contrôle l'argent. Dans ce texte, l'émir Abdelkader parlait de l'économie en termes de l'équipement de la nature, l'équipement de l'être humain, le développement de ses capacités scientifiques, de ses capacités technologiques, et il n'était en aucun cas question de monnaie ou de mondialisation telle qu'on le pense aujourd'hui. Donc, les deux pays ou les deux visions se rejoignent actuellement parce que la Russie développe, avec ce que la Russie développe en Eurasie, c'est-à-dire un nouveau modèle économique basé justement sur la production, sur l'industrie, sur la science et la technologie, développement de nouvelles technologies, mais en même temps un espace d'échange économique qui est avant tout basé sur la production humaine, sur le travail humain et qui aspire dans une étape supérieure à arriver à une monnaie commune ou à une monnaie unique qui permettrait les échanges. Je crois que de ce point de vue, la symbolique, en plus de ce que mes collègues ont dit, est extrêmement importante parce qu'on est dans une situation justement où deux mondes s'affrontent, un monde virtuel, un monde basé sur une mondialisation financière qui a pratiquement détruit le travail, détruit l'industrie, qui a... Pardon ? Très bien, je vous ai entendu. Merci. Monsieur Louadj, on enchaîne. Le président algérien a été reçu à la Douma, Parlement russe. Il s'est également entretenu avec le premier ministre russe, Mikhail Mishustin. Dans le cadre d'une réunion intergouvernementale, Karine Béché-Golovko, le dialogue politique entre les deux pays est renforcé
par l'installation de 2 groupes parlementaires d'amitié dans les 2 chambres du Parlement. Cela permet-il d'approfondir la coordination et le dialogue politique qui marque la relation entre Alger et Moscou, selon vous ? Madame Golovko, vous m'entendez ? Bon, je me tourne vers vous, mes invités sur le plateau. Ahmed Kateb, je vous repose la même question. Est-ce que le dialogue politique entre les 2 pays, donc il a été renforcé par l'installation donc de 2 groupes parlementaires d'amitié dans les 2 chambres du Parlement, cela permet-il d'approfondir donc la coordination et le dialogue entre les 2 pays ? Effectivement, les 2 groupes d'amitié parlementaires font partie de la diplomatie parlementaire. Donc, étant donné que les députés sont les élus du peuple, donc autant permettre aux 2 peuples de dialoguer directement via ces 2 commissions parlementaires. C'est quelque chose de très important. Il y a une portée symbolique et une portée politique. C'est une diplomatie de type nouveau, car elle concerne directement les élus du peuple. Longtemps, on a perçu les relations internationales comme étant des relations entre États, entre appareils d'État, entre diplomates. Maintenant, avec les nouveaux paradigmes dans les théories des relations internationales et dans les pratiques diplomatiques, on voit que le peuple a son mot à dire et cela permettra d'établir un dialogue direct entre les peuples. La ville de Annaba a été jumelée avec Yekaterinbourg en 2009 déjà. Donc il y a ce genre de relations qui se nouent par le bas et c'est quelque chose de très important parce que ça permet de hisser ce type de dialogue, le niveau du dialogue politique et lui conférer un caractère populaire, direct et ça brise tous les écueils que parfois les gens entrevoient. Donc on va directement et c'est les 2 peuples qui discutent par le biais de leurs députés. Très bien. Kamel Mensari, la coopération stratégique entre les 2 pays, on le sait, elle est multisectorielle. En plus de l'économie qui promet de nouvelles perspectives, nous y reviendrons un peu plus tard, il y a également des partenariats de grande importance dans plusieurs secteurs, à l'instar du secteur de la culture ou encore de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Que va apporter cette visite du président algérien à ce niveau-là ? Il faut d'abord évacuer ce qui a été déjà dit à propos de cette visite, que l'Algérie aurait subi des pressions pour ne pas, justement, que le président lui-même aurait subi des pressions pour qu'il ne se rende pas à Moscou. Dans la presse, on a lu ça dans la presse française, dans la presse. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet. D'abord, on a ça. La deuxième des choses est qu'on réaffirme à travers cette visite la souveraineté de l'action, la souveraineté du geste, la souveraineté de la décision, et deuxièmement, de la neutralité. Il ne s'agit pas le fait qu'on soit en Moscou, que le président soit à Moscou, qu'il y a un alignement stratégique s'agissant des questions qui peuvent intéresser la communauté internationale. Deuxième des choses sur le plan stratégique, c'est-à-dire la coopération entre les 2 pays. Certes, on a la réputation d'avoir une coopération strictement militaire, mais c'est ce qui domine bien évidemment dans les budgets des 2 États, donc ou dans l'action depuis 1962. Mais il y a autre chose, il y a le fait que cette coopération s'est étendue à divers domaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'Algérie essaye, à travers l'expérience russe, il faudrait rappeler que la Russie a réussi, à travers une politique intérieure, notamment dans le domaine agricole, à assurer l'autosuffisance. Et c'est aujourd'hui le défi de l'Algérie, c'est d'aboutir à l'autosuffisance. Donc à travers l'expérience russe, la Russie dépend de personne. Sur le plan contraire, elle est devenue le grenier du monde après avoir été un pays importateur, il devient exportateur. C'est à travers cette méthode-là que l'Algérie essaye de voir comment dans le domaine agroalimentaire on pourrait bénéficier de l'expérience russe, d'où la présence d'un dossier qui va être traité s'agissant de la coopération dans le domaine agroalimentaire ou bien dans les autres, notamment les engrais.
Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, en dépit du fait que nous essayons par tous les moyens d'avoir cette autosuffisance, on parle aussi de l'industrie pharmaceutique. Parmi les dossiers qui vont être justement discutés, c'est ce dossier-là. Donc, l'industrie pharmaceutique en Algérie a de gros problèmes, fait face à de graves, parfois de déficiences ou bien de pénuries. Donc, comment juguler ça face à la domination des grands laboratoires européens occidentaux? Donc, il faut trouver les solutions. Et la parade, aujourd'hui, on est en train de discuter avec les Russes, comme on discute avec les Argentins, pour trouver, diversifier les moyens de trouver, d'assurer une autosuffisance, à la rigueur, juguler, réduire la dépendance à l'Occident, notamment les laboratoires français. Donc c'est très important. Il n'y a pas seulement, bien sûr, sur le plan politique, il y a beaucoup de questions qui rassemblent les deux pays, à savoir la question de la souveraineté des territoires, la non-agression, ou bien aussi on a le dossier du Sahel, de la Libye ou l'Algérie. Et l'Algérie et la Russie ont des points de vue communs, sur le Sahara occidental aussi. Donc, il y a ces dossiers-là qui vont être discutés. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui d'un partenariat stratégique approfondi. C'est pour la première fois qu'on discute, qu'on donne ce vocable, ce titre à ce pacte stratégique approfondi. Pourquoi? Parce qu'il va inclure des questions du Sahel, il va inclure la question du Sahara occidental, il va inclure la question de la menace terroriste en Afrique. Donc c'est ça l'importance de ce changement de cap dans la coopération économique. Et on y reviendra justement un peu plus tard dans l'émission. Karine Béché-Golovko, alors la coopération stratégique entre les deux pays, entre l'Algérie et la Russie, elle est multisectorielle. Et cette visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie, que va-t-elle apporter justement à cette coopération ? Vous savez, pour que deux pays puissent réellement coopérer de manière intensive, il est extrêmement important de passer par un contact personnel entre les chefs d'État. Et de ce contact, toujours va dépendre. Donc on peut effectivement après régler par l'intermédiaire des ministres, à distance, les détails techniques, mais le lancement d'une coopération entre deux États passe aussi par un accord personnel et humain entre deux personnes, entre les deux chefs d'État. Et pour que réellement il y ait un nouvel élan dans la coopération entre la Russie et l'Algérie, il a été effectivement très important que le président algérien puisse et accepte d'organiser une visite d'État en Russie, ce qui donne un statut particulier à cette visite, puisqu'il y a tout un protocole qui l'accompagne, et cela permet de montrer la volonté des deux pays d'aller de l'avant ensemble, dans une même voie, sur des sujets qui les intéressent, et il y a aujourd'hui beaucoup de sujets qui peuvent être enrichissants et pour la Russie et pour l'Algérie, et c'est cet enrichissement mutuel qui va être discuté dans le cadre de ce partenariat renforcé entre la Russie et l'Algérie. Ensuite, effectivement, c'est un long processus qui va demander à être concrétisé, mais c'est au chef d'État, pour l'instant, de donner cette impulsion, puisque il est important de montrer qu'il y a une autre manière de faire que ce qui est fait depuis, on va dire, plusieurs dizaines d'années, à savoir, il y aurait certains États qui auraient la possibilité de lancer des initiatives et les autres devraient suivre. Très bien, alors Madame Béché-Golovko, une autre question pour vous. Il existe une convergence de vues entre Alger et Moscou concernant plusieurs dossiers internationaux. On le sait, l'Algérie vient d'être élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et la Russie préside donc ce Conseil. À votre avis, quels seront les principaux dossiers au cœur des dialogues et du programme d'action dans un échiquier international en pleine transformation ? Alors, il y a beaucoup de dossiers. Il y a évidemment, comme tout le monde le sait, la crise ukrainienne, mais il y a aussi les questions liées
à la famine et à la question des gestions de cet accord céréalier qui, très étrangement, va plus vers les pays riches que vers les pays qui en ont besoin. Il y a en fait, au-delà des questions très concrètes, il y a toute une transformation des relations internationales à mettre en place et l'on sait très bien que malheureusement les organes de l'ONU sont devenus des organes de gouvernance globale, ne sont plus réellement des organes internationaux, et la présence de pays non alignés comme l'Algérie au sein du Conseil de sécurité va permettre un peu de relancer la donne et d'essayer quelque peu de modifier ce jeu globaliste qui se joue dans le cadre de ces organes. Très bien, merci Karine Béché-Golovko, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université d'État de Moscou. On enchaîne direction Saint-Pétersbourg où l'on retrouve donc Kamel Louadj. Kamel Louadj, alors que Pékin vient d'annoncer son intention de promouvoir une solution juste et respectant le droit international au Proche et au Moyen-Orient, et que l'Algérie a fait de la reconnaissance de l'État palestinien aux Nations Unies un de ses chevaux de bataille, peut-on justement s'attendre à un appui de Moscou sur ce dossier ? Certainement. Traditionnellement, la Russie a toujours soutenu le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et l'idée que le peuple palestinien puisse accéder à un État souverain, viable, avec comme Jérusalem-Est comme capitale. Et c'est très important de voir que pas uniquement ce dossier, mais déjà ce dossier est très important, mais d'autres dossiers qui sont liés donc aux conditions des relations internationales, mais aussi sur la question de la gouvernance globale aussi. Ce qui est important, c'est que cette rencontre intervient dans un moment historique capital. On est en train de passer d'un monde où il y avait une seule hyperpuissance qui était hégémonique et qui dictait la politique à tous les autres pays. Maintenant, ce monde-là est en train de s'effriter. On peut dire qu'il fait partie de l'histoire. Les choses vont certainement se passer progressivement, mais la dynamique est lancée. Donc, l'Algérie au Conseil de sécurité, la visite du président Tebboune en Russie en ce moment est extrêmement importante parce que ça donne une idée d'une volonté affichée et d'une volonté et d'une détermination de l'Algérie de ne pas rater, disons, le train oui, mais concrètement, est-ce que Moscou va justement appuyer le combat de l'Algérie vis-à-vis du dossier palestinien? Oui ou non? C'est ce que je suis en train de vous dire, que les conditions sont en train de changer et certainement que la solution ira dans ce sens. La coopération politique ira dans ce sens. Très bien. Je me tourne vers vous, Kamel Mensari. Pensez-vous, peut-on s'attendre justement à un appui de Moscou Moscou est obligé parce que nous faut rappeler que la Russie fait partie du quartet chargé du règlement de la question du Proche-Orient. Il y a la Russie, les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis. Donc depuis 2003, depuis l'accord de l'Aqaba, la Russie fait partie des pays qui ont été censés aboutir à la création de deux États distincts, Israël et Palestine indépendants. Donc l'Algérie, justement, elle va dans cet effort-là. Elle l'a rappelé à travers récemment, que ce soit au cours du sommet arabe, sinon récemment, lorsque le président de la République avait remis sur le tapis l'initiative arabe de 2002, qui prévoit quoi? Prévoit la création d'un État palestinien sur la base des frontières avant la guerre de 67.
et avec capitale la partie orientale d'Al-Quds occupée. Donc on est dans cette logique. Aujourd'hui, c'est certes l'Algérie qui s'est vraiment impliquée parmi les pays arabes dans ce dossier-là. Que ce soit, elle est arrivée à faire rassembler les factions palestiniennes à Alger. Il y a déjà une feuille de route qui a été adoptée par la Ligue arabe. Il y a un comité de suivi qui devait consolider et concrétiser justement l'accord d'Alger. Donc on est dans cette logique. Lorsque l'Algérie prendra siège au Conseil de sécurité, cette question-là va rebondir parce que le Conseil de sécurité est obligé de la prendre en charge ou bien à la rigueur de faire réactiver les accords d'Al-Aqaba et tous ceux qui se sont suivis depuis 2003. Donc l'Algérie va militer, plaider pour qu'on arrive à régler la question palestinienne à la rigueur sur le plan politique. Il y a aussi certes d'autres questions qui sont celles du Mali, le Soudan, le Sahara occidental. Tous ces pays, toutes ces questions-là vont être mises sur le tapis lorsqu'elle siégera à l'ONU. Et bien évidemment, en tant que membre permanent au sein du Conseil de sécurité avec droit de veto, la Russie pèsera de son poids, appuiera l'Algérie dans cette logique de faire aboutir ses revendications, notamment pour ce qui est de Proche-Orient. Certes, aujourd'hui, la Chine, elle a fait un pas pour justement rassembler les parties en conflit, notamment l'Iran et l'Arabie saoudite, pour faire taire les armes et ramener la paix au Moyen-Orient, surtout dans la région du Yémen et en Syrie. Il y a d'autres étapes qui vont venir. La Russie joue dans cette logique-là, qui est celle de ramener la paix. L'Algérie, de par son expérience, que ce soit avec les Indonésiens ou avec l'Indonésie dans la question du Timor-Leste, ou bien avec ce qui s'est produit avec l'Érythrée et l'Éthiopie en 2000, et l'accord d'Alger s'agissant du conflit au Mali. Donc cette expérience-là, il faut la remettre sur le tapis, bien évidemment. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas tourner le dos à un pays ou à une diplomatie qui cherche à régler les crises par les moyens pacifiques. C'est cela, donc cette logique-là. Donc que ce soit, il ne faut pas oublier que la Chine et la Russie sont deux membres permanents au sein du Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc c'est pour cela que normalement et éventuellement, du moment qu'on a des relations privilégiées avec les deux pays au sein de l'ONU, il devrait aller dans notre sens. Bien évidemment. Très bien. Ahmed Katebe, qu'en est-il de l'octroi du statut de membre de plein droit aux Nations Unies pour la Palestine? L'Algérie a toujours milité pour que l'État palestinien soit reconnu comme un État de plein droit au sein des Nations Unies, avec le siège au Conseil de sécurité. L'Algérie continuera à militer pour faire aboutir cette question. Elle aura le soutien très certain de la Chine et de la Russie étant des membres permanents des Nations Unies avec droit de veto. Donc, il y aura vraisemblablement des convergences qui vont se nouer, se créer entre l'Algérie au sein du Conseil de sécurité et ses partenaires chinois et russes afin de faire avancer plusieurs dossiers, notamment le dossier palestinien, également la paix dans la région du Sahel, tous les conflits au Sahel, la question sahraoui qui reste en suspens. On y revient justement à la question sahraoui. D'autres dossiers, notamment le dossier syrien. Très bien. La question sahraoui, vous l'évoquiez justement, c'est un autre cheval de bataille de l'Algérie, la stabilité de l'Afrique également. Comment justement accélérer le respect des résolutions de l'ONU et de l'Union africaine pour définitivement décoloniser le continent africain? C'est toujours à vous que je m'adresse, Monsieur Katebe. Donc, comment faire accélérer justement la question de décolonisation? C'est de revenir au postulat des Nations Unies, revenir à la résolution qui prévoit l'autodétermination du peuple sahraoui, revenir également à la légalité internationale continentale en Afrique. La République arabe sahraoui démocratique est un membre fondateur de l'Union africaine. Et en cette qualité, grâce à cette qualité, elle a permis au Maroc d'accéder à l'Union africaine. Elle n'a pas opposé son veto. Donc, pour pouvoir également régler la question d'un point de vue africain, au sein des instances africaines, c'est le Makhzen qui est en train de faire tout son possible pour échapper, entre guillemets, à l'inéluctable, qui est le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Algérie aux Nations Unies, avec le concours
de ses partenaires stratégiques russes et chinois, ainsi que d'autres États non permanents qui peuvent faire avancer le dossier, on peut prévoir un début de règlement et quelque chose qui pourra aboutir au retour à un cessez-le-feu et à l'obligation faite au Maroc pour organiser le référendum. Très bien, très bien. Alors voilà pour ce qui est du côté diplomatique. On passe au volet économique et dans sa stratégie, l'Algérie veut en finir avec la dépendance aux hydrocarbures en diversifiant donc les produits destinés à l'exportation, mais aussi en boostant le secteur productif, notamment industriel. Le président Abdelmadjid Tebboune en a justement parlé ce matin à l'occasion du forum d'affaires algéro-russe. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. إن أمامكم فرص حقيقية لاستكشاف إمكانيات التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خاصة وأن الجزائر مقدمة على تنفيذ خطة استثمارية في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعة الغذائية والتحويلية. Alors se joint à nous Badis Khnissa depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en relations internationales. Alors l'économie algérienne dispose de nombreux atouts et vise à tisser des partenariats gagnants-gagnants. Abdelmadjid Tebboune a justement cité l'agriculture, le tourisme ou encore le secteur du numérique où l'Algérie déploie de grands efforts. Quels sont, selon vous, les secteurs qui bénéficient le plus d'attractivité afin d'ouvrir de nouvelles perspectives ? Écoutez, avant de répondre à votre question, effectivement, laissez-moi aussi souligner aujourd'hui à quoi nous avons assisté. Nous avons assisté à un président de la République VRP, véritable VRP, représentant de l'économie algérienne. Un président conquérant, un président audacieux qui, justement, n'hésite pas à justement retrousser ses manches pour pouvoir je dirais, présenter l'Algérie nouvelle et son économie, notamment son projet de diversification économique, qui, vous le savez, est le nerf de la guerre et l'axe central aujourd'hui dans la politique du président de la République, puisqu'il est temps, comme il l'avait dit ce matin, de sortir de cette dépendance des hydrocarbures, mais pas que, c'est-à-dire donner aussi une impulsion, une dynamique nouvelle, avec des nouveaux dogmes, avec une nouvelle stratégie réfléchie, raisonnée, avec une prospective à laquelle s'inscrit l'Algérie et j'en veux pour preuve le projet d'adhésion au BRICS. Maintenant, effectivement, pour cela, le président, avant d'aller de l'avant, il a mis en place beaucoup de plans d'action, beaucoup Excusez-moi, j'ai un retour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Continuez. Non, juste parce que j'ai un retour. Ok. Le président de la République, si vous voulez, a établi un préalable avant d'aller de l'avant, avant d'aller justement représenter l'économie algérienne. Il faut-il le rappeler, par exemple, la loi des finances, qui est un véritable pas en avant en matière d'innovation, de révolution aussi. D'ailleurs, le mot révolution a été évoqué ce matin, technologique, révolution économique, et pour cela, on a besoin effectivement d'aller de l'avant et d'ouvrir le marché algérien bien évidemment, dans un cadre réfléchi, mais surtout dans un rapport gagnant-gagnant. Beaucoup de secteurs, bien évidemment, restent en souffrance, pour lequel, d'ailleurs, le président de la République a cité minutieusement. Il y a ce transfert de technologie qui est à faire valoir dans les années à venir pour que, justement, la technologie devienne à 100% algérienne. Nous avons pu avoir quelques projets innovants et notamment avec succès dans les usines de dessalement qui sont devenues aujourd'hui 100% algériennes, idéalement sur les start-up, puisqu'on est devenu aussi leader, et là aussi il y a un marché, pourquoi pas voir demain émerger la licorne algérienne dans le monde des start-up, mais également dans l'agroalimentaire, la transformation agroalimentaire, dans lequel il y a beaucoup de convergence, mais surtout beaucoup de potentialités à faire valoir, mais surtout à explorer avec la Russie, mais aussi avec d'autres pays, je dirais, qui excellent en la matière. Donc il y a aussi les diverses, je dirais, industries lourdes, mais également de l'industrie minière, puisqu'il est question aussi de profiter de la technologie russe pour faire, à titre d'exemple, à Rajbilet, la séparation du fer et du phosphore en présence importante dans le minerai. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, il y a plusieurs secteurs, plusieurs potentialités dans lesquelles l'Algérie aujourd'hui s'inscrit comme
avec des indicateurs macroéconomiques importants, avec aussi un background, avec aussi des perspectives. Le président de la République l'a souligné ce matin, nous évoquons 7 milliards de dollars d'exportation, ce qui est chose nouvelle, mais surtout chose innovante et complètement singulière par rapport à ce que nous avons connu par le passé en matière de volume d'exportation, avec un potentiel de projection de plus de 13 milliards. Donc c'est dire qu'effectivement l'Algérie s'ouvre au monde, l'Algérie s'ouvre intelligemment au monde, graduellement, mais surtout à pas sûr, pour que l'intérêt du peuple aussi soit toujours mis en avant, puisqu'il est question aujourd'hui de faire valoir cette économie qui longtemps a été malheureusement résumée aux hydrocarbures. Très bien. Alors Kamel Louadj, les deux pays, donc l'Algérie et la Russie, sont membres respectivement de l'OPEP et de l'OPEP+, alors que le secteur énergétique mondial connaît une reconfiguration sur l'échiquier géopolitique. Acteurs centraux sur le marché énergétique, que peuvent justement Alger et Moscou faire ensemble pour consolider la stabilité des marchés et le rapport de force entre pays producteurs et pays consommateurs ? Dans ce domaine, il y a une dynamique qui a été lancée dans le contexte international actuel avec le rétablissement des contrats à long terme. La Russie qui a transféré ses exportations d'hydrocarbures vers l'Europe en direction de la Chine et de l'Inde, et ça se fait dans le cadre de contrats à long terme. Cette possibilité qui s'est ouverte actuellement va permettre certainement, avec l'adhésion de l'Arabie Saoudite à cette dynamique, l'Iran aussi, probablement dans le futur proche, l'Irak, qui sont donc les pays les plus grands pays producteurs de ces hydrocarbures. Et dans cette logique, certainement, on arrivera à une situation où les prix pourraient être stabilisés et une coordination renforcée pour justement arriver à des taux de production, à une distribution de taux de production en fonction donc des besoins des pays, mais aussi en tenant compte de la stabilité des prix. Mais au-delà des hydrocarbures, il y a aussi une coopération qui, à mon sens, devrait se lancer, c'est celle dans la coopération dans le domaine nucléaire. Je parle du nucléaire civil, parce que les hydrocarbures, qu'on le veuille ou non, à un certain moment, elles ne pourront plus faire face aux besoins énergétiques des pays producteurs. Et donc, il faut remplacer ces énergies fossiles par des énergies denses, capables de fournir l'électricité déjà pour les besoins actuels, mais aussi avoir les capacités de donner de l'électricité pour accompagner la dynamique de développement, une dynamique qui normalement appelait à être de plus en plus intégrée et de plus en plus dense. Très bien. Je me tourne vers vous, Kamel Mensari. Vous rejoignez un petit peu Monsieur Louadj ? Non, je voudrais justement rebondir sur deux choses essentielles. D'abord, sur la coopération entre les deux pays en matière d'échanges commerciaux. Il faudrait rappeler que le volume des échanges commerciaux entre Alger et Moscou, entre l'Algérie et la Russie, s'élève en moyenne chaque année 2,5 à 3 milliards de dollars. C'est tout, c'est peu par rapport, si vous voulez, à la Chine, ou par rapport à la France, ou à l'Italie, ou l'Espagne, ou bien d'autres pays. Donc on est vraiment dans une par rapport à la Russie, par rapport aux échanges commerciaux, c'est vraiment faible. Ça a été déjà justement évoqué par les responsables algériens depuis la dernière décennie. Donc ça reste toujours faible comparé à d'autres acteurs qui sont, disons-le, donc c'est vrai qu'on a un accord d'association avec l'Union européenne qui oblige l'Algérie à être plus près géographiquement et sur le plan des lois et des infrastructures plus proches de l'Union européenne. La Russie avait déjà des problèmes économiques qu'elle a réglés à partir de 2008. Donc les échanges commerciaux restent faibles. Maintenant, il y a l'exploration en matière d'hydrocarbures. Certes, il y a une stratégie aujourd'hui où on investit moins, mais on investit moins pour justement éviter que le marché ne sombre, parce que beaucoup d'actionnaires ou d'investisseurs hésitent aujourd'hui à investir dans le domaine hydrocarbure. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a 3 compagnies russes, Rosneft, Lukoil et Gazprom, qui étaient censées, ils ont des bureaux en Algérie, mais leur présence en Algérie est faible en matière
d'investissement comparé à Total ou comparé à d'autres majors comme Petrofac ou qui sont déjà installés en Algérie. Donc il faudrait, aujourd'hui on a vu dans le discours du président de la République parler de ce chapitre, de faire en sorte à ce que la coopération s'amoncelle sur ce domaine-là et que les Russes participent justement à la diversification ou bien à leur présence en Algérie. On parle enfin, notre collègue a parlé de nucléaire civil, mais pour juguler, pour remplacer le pétrole. Aujourd'hui, non, on parle justement de gaz de schiste. Donc, il y a cette volonté. On a donc encore une marge de progression, en fait. Oui, déjà, on parle de gaz de schiste et justement, on revient même au charbon. Donc, il y a des pays qui reviennent à l'extraction du charbon pour remplacer justement le pétrole. Donc, on est dans cette logique-là. Et aujourd'hui, la Russie se développe dans le domaine de la pétrochimie. Elle a aussi, comme l'Algérie, elle a créé des raffineries à l'extérieur étranger. Nous avons une raffinerie à Augustin, en Sicile. Les Russes aussi ont des raffineries. Et aujourd'hui, en raison du problème d'approvisionnement de pétrole vers ces raffineries-là, ils se retournent vers d'autres marchés qui est comme l'Algérie. Bien évidemment, parce que le gaz russe, enfin le pétrole russe, il est fait pour justement, il est compatible pour faire en sorte à créer des huiles, les huiles industrielles et les huiles pour les moteurs d'avion et tout, pour les fuels. Donc sur ce domaine-là, la coopération peut s'amonceler. C'est pour cela que Tebboune en parle. Il y a d'autres. J'aimerais avoir l'avis de M. Kater. Juste une dernière phrase pour terminer. C'est le fait que dans la coopération extra-hydrocarbures, il y a l'agriculture, il y a aussi l'énergie, pas l'énergie, plutôt la technologie, et en même temps, on parle aussi d'enseignement et d'autres sujets qui peuvent être pris en charge par les deux délégations. Très bien, merci Kamal Mensali. Donc je passe à vous. Ahmed Kateb, j'aimerais votre avis. Il est temps que les deux pays voient grand. On a l'habitude de dire que l'Algérie est l'un des plus gros clients de la Russie en matière d'armement. Oui, d'accord. Mais voir grand, c'est également diversifier ce genre de partenariat vers d'autres niches, vers d'autres secteurs. Il y a l'agriculture, il y a l'énergie, il y a la recherche scientifique. Il y a des niches où les deux pays peuvent collaborer. Déjà, en termes d'échanges commerciaux, pour la seule année 2022, il y a eu un bond de 70%. Par rapport à 2021. C'est vrai qu'on sortait du Covid-19, mais il faut dire que les deux pays, à travers la commission mixte algéro-russe, qui s'est réunie à Moscou puis à Alger il y a quelques mois, donc évolue et fait évoluer le partenariat dans des secteurs bien particuliers, bien précis, et c'est vers ces niches que les deux parties doivent converger afin de raffermir les relations économiques. Le président de la République ce matin l'a affirmé haut et fort, il faut que les Russes viennent sur le marché algérien et il ne faut pas oublier que si l'Algérie s'inscrit dans la logique des BRICS, donc on sera des partenaires privilégiés. Vous évoquiez les BRICS, justement. On en parle. Badis Khnissa, donc, vous le savez, l'Algérie a officiellement annoncé sa volonté d'intégrer les BRICS. Quel serait donc l'apport de cette adhésion pour l'économie algérienne? Quelle serait la valeur ajoutée de l'Algérie, grande puissance méditerranéenne et africaine, dans l'élargissement justement des BRICS? Alors, tout d'abord, il faut peut-être contextualiser. C'est vrai qu'effectivement, nous sommes dans un processus de diversification économique effective aujourd'hui, puisqu'il est palpable, il est sur le terrain. Donc le produit algérien, le Made in Algeria, a fait ses preuves, qui plus est conforme aux conditions de qualité européennes occidentales. Donc il nous suffit juste de créer cette impulsion, de créer ces passerelles effectivement commerciales. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à travers le programme du président de la République. Il me semble que le BRICS, potentiellement, effectivement, c'est une adhésion, certes, mais une adhésion historique au BRICS avec l'Algérie, puisque d'abord, pour l'Algérie, dans un premier temps, c'est potentiellement plus de 3 milliards 276 millions d'habitants, donc potentiellement d'individus, d'un marché potentiel, mais surtout aussi d'une manne financière d'investissement, puisque le président de la République aujourd'hui l'a rappelé, pour ouvrir à l'investissement russe, mais l'investissement aussi mondial,
bien évidemment toujours dans la règle du gagnant-gagnant, pour qu'ils puissent effectivement bénéficier de l'écosystème économique favorable aujourd'hui en matière d'investissement direct étranger, mais surtout aussi de profiter de cette nouvelle dynamique économique manufacturière, puisque l'Algérie peu à peu va devenir effectivement cette manufacture de l'Europe, manufacture aussi d'autres pays, pourquoi pas, puisqu'elle est compétitive à bien des égards. Mais le BRICS, clairement, c'est aussi une banque ou un fonds souverain qui est amené à monter à plus de 100 milliards. C'est une banque de financement qui est à ce jour à 50 milliards. Donc c'est clairement un rapport gagnant-gagnant dans lequel l'Algérie sortirait encore une fois, je dirais, forte en matière de stratégie économique, mais surtout aussi qui permettrait de promouvoir le Made in Algeria pour qu'il puisse s'étendre outre les frontières algériennes. On a constaté quelques projets pilotes et quelques exportations. La culture également au sein de cette coopération, puisque le président Abdelmadjid Tebboune vient justement de charger le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de procéder à l'ouverture d'un centre culturel algérien en Russie. Bien évidemment, ça fait partie de cette diplomatie de la société civile, diplomatie de la culture, on est une, comme au même titre que la diplomatie sportive. Nous l'avons démontré à bien des égards sur plusieurs jalons, mais la culture aujourd'hui est je dirais, elle doit être sanctuarisée, elle doit être sacralisée, elle doit être aussi protégée. Nous l'avons vécu par le passé par des hold-up, je dirais, de certains pays, notamment hostiles, qui ont peut-être profité de cette entre parenthèses, absence quelques années en arrière, mais aujourd'hui, nous constatons cette dynamique, notamment du président de la République, qui veut faire valoir, qui veut promouvoir aussi la culture algérienne, pour qu'elle soit aussi cette ambassadrice qui va faciliter la compréhension en matière d'abord du pays, de sa profondeur et de son histoire, mais également de ses projections. Je reviens sur la culture. Vous avez évoqué justement la culture, qui dit culture dit histoire et mémoire. Nous avons assisté aujourd'hui aussi à un jalon historique sur un territoire comme la Russie, à savoir en hommage à Amir Abdelkader, père fondateur de cette Algérie moderne, et nous avons constaté qu'effectivement, avec un discours fort prometteur, nous avons constaté que l'Algérie s'exporte aussi à travers ses symboles, à travers ses projections. Lui qui a justement promu par le passé l'ouverture, justement le dialogue entre les religions, mais pas que aussi le pardon. Oui, nous l'avons évoqué en début d'émission. L'Algérie aujourd'hui nouvelle est en train d'édifier. Très bien, je me tourne vers vous, Ahmed Kateb. Très rapidement, quel serait l'apport de l'adhésion de l'économie de l'Algérie quel serait l'apport de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS pour l'économie algérienne? Les BRICS pèsent plus aujourd'hui que le G7. Donc, une ouverture de l'Algérie vers les BRICS équivaut à un bond spectaculaire que notre pays peut faire en direction de ces pays émergents, de ces pays qui vont faire l'avenir économique du monde. 41% de la population mondiale, ce n'est pas rien. Donc, autant pour l'Algérie que pour ses partenaires, donc ça sera un grand bond en avant. Très bien, je reviens vers vous, Badi Srenissa, toujours à propos des BRICS, dans la conjoncture actuelle de transition vers un monde multipolaire. Comment expliquer qu'autant de grandes nations veuillent justement intégrer les BRICS à la veille d'un sommet tant attendu organisé donc en Afrique du Sud et qui visera notamment l'adoption de nouveaux mécanismes financiers et l'élargissement du groupe? Écoutez, je pense qu'il faudra revenir intelligemment à la genèse justement de ces mutations que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons évoqué par le passé effectivement l'émergence de ce nouvel ordre mondial politique et géopolitique, mais également un nouvel ordre mondial économique aux règles et aux dogmes totalement différentes. Parce que effectivement, l'ancien monde, je dirais, qui était régi par un duopole stérile, faut-il le rappeler, par une hégémonie aussi de certains pays qui imposaient leur vision, mais surtout leur, je dirais, dogme économique. Aujourd'hui, ce monde-là a démontré ses limites, et c'est pourquoi on est effectivement dans un monde multipolaire, mais aussi multilatéraliste, qui exige des alliances stratégiques, et notamment ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs à travers le BRICS, qui devient compétitif, faut-il le rappeler, il devient un poids économique
compétiteur par rapport à certains comme le G7 notamment, pour ne pas dire peut-être le dépasser les années à venir, avec cette potentialité et surtout ce pouvoir de captation, puisque nous avons vu aujourd'hui qu'on parle de la Russie n'a émis aucune objection, bien au contraire, elle a adhérer justement à ce projet de l'adhésion de l'Algérie au sein du BRICS, puisque nous savons pertinemment que cela renforcerait les mécanismes, notamment sur un nouveau prisme d'action économique mondiale, totalement différente à ce capitalisme à outrance, mais surtout aussi que l'Algérie est ce levier économique, cette locomotive économique à laquelle pourrait aussi s'ouvrir le marché africain. Très bien, très rapidement, Kamal Mansari. Rapidement, s'agissant du BRICS, il faudrait d'abord attendre les conditions pour lesquelles l'adhésion se fasse, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les conditions d'accession. Donc, Tebboune a parlé que l'Algérie pourrait accéder au BRICS d'ici 2030. S'agissant du centre culturel algérien, nous allons certainement ouvrir un centre culturel algérien. Les Russes, de leur côté, attendent qu'elle soit ouvert un centre culturel russe en Algérie, justement pour sceller cette culture entre les deux pays. Très bien, on revient à Saint-Pétersbourg avant de nous quitter. Kamel Louadj, un dernier mot? Juste faire un tout petit commentaire par rapport à ce que je... Voilà, très rapidement. L'Algérie a besoin de sortir des hydrocarbures. Elle ne pourra pas développer une économie moderne qui pourrait lui permettre d'aller intégrer des groupes comme les BRICS par exemple. Et je vous rappelle que la Chine a dépassé dans tous les domaines les États-Unis actuellement, dans les brevets d'invention. Tous les brevets d'invention dans tous les domaines sont actuellement chinois. Très bien. L'Algérie a besoin d'aller vers une nouvelle économie moderne, mais avec des choix stratégiques qui vont servir de locomotive pour aller de l'avant. Merci Kamel Louadj, merci beaucoup. Juste un mot s'il vous plaît, juste les hydrocarbures de schiste, il faut rappeler que les puits s'épuisent 10 fois plus rapidement que les puits classiques. Très bien, c'est sur ces mots donc que l'on va se quitter. On arrive à la fin de cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu présents ce soir. Badis Nissa, Kamel Louadj et vous deux, messieurs Mansari et monsieur Kateb. Merci également à madame Golovko d'avoir été avec nous. Très bonne soirée.